production automatisée de contenu, personnalisation de l'expérience de l'utilisateur, automatisation des tâches complexes, accélération des mises en œuvre, réduction des biais. On peut être que bluffé. Et surtout, développement de modèles qui associent tous ces éléments à une action et une réponse physique. Bon, c'est-à-dire des robots super perfectionnés, quoi. Dont certains considèrent même qu'on est en phase de les rendre sensibles. Bon, encore faut-il se mettre d'accord sur ce que c'est que la sensibilité. Si on se place dans une perspective, disons, cognitive, on considère la sensibilité comme la capacité à se percevoir et se reconnaître soi-même. Dans ce cas-là, oui, on peut dire que l'IA peut être ou pourra rapidement devenir sensible. Évidemment, si on se place dans une autre perspective, si on considère la sensibilité comme une propriété de la matière vivante, bon, à ce moment-là, ça nécessite d'avoir un corps vivant. Là, avec l'IA, on rencontre une limite absolue. On n'y est pas. L'IA est en effet fondamentalement un jeu d'imitation. Ça, c'est une donnée importante. La machine peut imiter l'intelligence humaine en produisant des réponses calquées sur celles d'un humain, et ça donne des résultats tout à fait époustouflants dont on se sert tous les jours. Mais ça reste un processus d'imitation, doublé d'un design stylisé pour qu'on le consomme. Alors, comme nous le rappelle Giuseppe Longo, dans un livre formidable qui s'appelle « L'Empire numérique », l'ordinateur est une machine arithmétique, logico-formelle, c'est-à-dire un système fait de codage 0-1, qui est totalement indépendant du sens, en tout cas du point de vue du calcul. Alors même si ça produit un effet de sens puissant, hyper puissant dans l'expérience de l'utilisateur, c'est, je le cite, une écriture muette, sans lien avec la parole. Ou plus précisément, il dit ça, je trouve ça très intéressant, l'IA n'écrit rien. Ce que l'on considère l'écriture, finalement, du point de vue scientifique, du point de vue de l'écrivain ou du poète, ou du point de vue de la psychanalyse. Rien là qui touche au réel. Alors évidemment, il ne s'agit pas de négliger ces perspectives, les perspectives de l'IA et sa puissance technologique, financière, politique. Mais ce qui me frappe le plus, c'est plutôt le nouage dans lequel nous prenons cet événement de notre modernité. C'est notre capacité précisément à oublier ce que je viens de dire, c'est-à-dire à oublier qu'il s'agit d'un jeu d'imitation et de réécriture. C'est notre pente à imaginer notre mythe et à y nouer fermement une croyance jusqu'à des scénarios complètement dystopiques ou terrifiants. Enfin, ceci dit, vous allez me dire, pourquoi s'en étonner? C'est proprement humain. Votre question me semble constituer un biais. Situer les différences, c'est entrer dans un système vraiment de comparaison. En l'occurrence, je crois vraiment qu'il n'y a aucune comparaison possible. L'IA, on peut lui demander tout un tas de choses. On peut lui demander de nous écouter, on peut lui demander de nous répondre, de nous donner des conseils, de définir des stratégies pour diverses situations. On peut lui demander de nous tenir compagnie, de nous consoler, de nous contredire ou de ne pas nous contredire, etc., etc. On est vraiment là, il me semble, au joint de l'imaginaire et du symbolique, sans effet de réel. D'ailleurs, lorsque j'ai entamé une conversation, j'ai tenté ça avec un chatbot pour faire part de mes problèmes du moment, il m'a vite orienté vers un psy. Bon, non, sérieusement, quiconque a déjà senti les effets d'une interprétation analytique, je crois, sait que cet effet ne peut pas se présenter lorsqu'on a affaire à une machine programmée. Par exemple, lorsque le silence de l'analyste laisse se déployer et se structurer votre histoire. Lorsque sa respiration vient souffler sur le sens que vous déployez. Lorsque l'interprétation fuse, qui non seulement vous réveille, mais
réorganise ou carrément décroche un pan de votre roman personnel. Lorsque l'analyse en vient à tellement réduire toute cette matière subjective qu'il n'en reste plus qu'un petit rien. Et encore, et alors, lorsque l'analyse vous permettra encore d'apprendre à y faire avec ça. Et bien pour tout ça, il me semble qu'il faut déplacer son corps. Se risquer à la rencontre d'un autre corps jouissant qui lui-même vous oriente de ce qu'il a porté l'expérience, porté son trajet jusqu'à l'os de sa propre cure. Non, la question ne me semble pas tellement du coup celle des différences, mais celle de la supposition de savoir à notre époque. C'est-à-dire que je crois que l'IA génère un leurre à ce niveau-là, et donc la question se pose à chacun d'entre nous, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est plutôt comment rendre sensible cet au-delà du code. Et j'ai l'idée que les prochaines journées de l'école de la cause freudienne, qui ont pour thème le sentiment de la vie, auront à traiter ce point. Eh bien, si vous permettez, j'ai envie de prendre cette question un peu de côté à partir de mes lectures récentes sur l'IA. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'IA, le lecteur curieux est vite amené à des textes qui concernent l'expansion des sciences, le transhumanisme, la radicalisation de l'individualisme libéral ou sur la pensée néo-réactionnaire. L'optimisme technologique, voire le techno-futurisme, occupe en effet une place de choix dans certains de ces mouvements antidémocratiques et profondément pessimistes. Alors là, je pense aussi, de nouveau, finalement, aux écrits récents de Giuseppe Longo, mais aussi d'un autre auteur, Arnaud Miranda. Alors l'un est mathématicien et épistémologue, l'autre est docteur en théorie politique. Ni l'un ni l'autre n'est psychanalyste. Pourtant, tous deux en viennent, par des chemins vraiment très différents, à la question du trou dans le savoir. L'un s'appuie sur Poincaré et sur Gödel pour restituer une certaine limite interne à la connaissance en mathématiques, quand l'autre conclut son ouvrage sur la proposition de faire valoir une certaine part d'ignorance, une position humble qui implique d'en passer par les autres. Je le cite, j'ai trouvé ça admirable. Tous deux, finalement, soutiennent la nécessité de ne pas céder à la fascination, en continuant d'interroger l'effet des doctrines, les doctrines actuelles, incluant l'IA notamment, l'effet des doctrines sur notre interprétation collective de la réalité. Tous deux, à leur manière, font du non-savoir un ressort. Et voilà, il me semble qu'il y a là une vraie interprétation et une proposition de réponse. C'est-à-dire que j'ai l'idée que la question fondamentale me semble celle-ci. Céderons-nous sur le principe selon lequel le désir repose sur le manque pour verser dans un monde dans lequel le trou devient finalement comme un appel d'air pour une jouissance inflationniste? Ou alors est-ce qu'on choisira de renouveler la dimension la fonction même, la dimension de moteur de ce manque, sa puissance créatrice, en en faisant un ressort de notre action politique notamment. Alors, l'IA peut en effet être envisagée dans une perspective d'une jouissance pleine. Et alors, l'outil par lequel nous nous en ferons nous-mêmes les objets. À nous d'inventer les usages qui nous permettront de la mettre au service de ce qui compte pour nous, c'est-à-dire le vivant et ses perspectives de mise en jeu singulières. Sous cet angle, par exemple, on ne peut pas en rester à la question de savoir si on peut encore comparer le roman écrit par tel auteur de science-fiction avec celui fait par l'IA. Si on se compare, on est cuit. Et d'ailleurs, si on veut se défendre, on s'inscrit sur cet axe et on a perdu. L'IA est beaucoup plus efficace. Là où ça devient intéressant, je trouve, c'est quand on parle de la nécessité de l'écriture même pour cet auteur de science-fiction. À ce moment-là,
il me semble qu'il peut bien utiliser toutes les IA qu'il souhaite. Il est vivant.